une entreprise, protéger ses actifs immatériels est une condition de survie. Un fichier client, des données financières, des formules, des travaux de recherche et de développement, voire même sa stratégie. La nouvelle loi sur le secret des affaires permet aujourd'hui de mieux les protéger. On en parle dans l'Extalk. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Reynes, bonjour, et Jean-Sébastien Mariez, bonjour. Vous êtes tous les deux avocats du cabinet De Gaulle, Florence et Associés. Pour commencer, est-ce que toutes les entreprises ont intérêt à s'intéresser à cette nouvelle loi ? Alors, toutes les entreprises qui ont l'ambition d'innover, en tout cas, c'est certain. Et ce qui permet de l'affirmer, c'est peut-être deux séries de raisons. Oui. Première série qui touche à l'activité des entreprises. Aujourd'hui, certaines études estiment à plus de 75% la part des revenus et de la valeur qui émanent d'actifs immatériels. Et ces actifs immatériels, en réalité, ils prennent la forme de données numériques et donc présentent une certaine volatilité, une certaine vulnérabilité qui fait qu'il faut être attentif, il faut chercher à les protéger. C'est facile de prendre une clé USB, de copier un fichier USB, c'est pas très compliqué de hacker un serveur pour accéder à la R&D d'une entreprise. Donc c'est la raison première, propre à l'activité des entreprises, qui tendent au numérique. Et la seconde, c'est une raison qui tient au cœur de la problématique du secret d'affaires, qui est traitée par la loi. La première, c'est que la vie quotidienne des affaires porte une entreprise à échanger, à communiquer des secrets dans le cadre de négociations avec des clients, des concurrents parfois. Et puis, c'est aussi ce partage parfois d'informations dans le cadre de la vie judiciaire. C'est-à-dire qu'une entreprise, y compris en défense, elle peut être contrainte de communiquer des informations confidentielles. Dans le pire des cas, elle peut être aussi l'objet de procédures instrumentalisées par un concurrent qui cherche à accéder à des données relatives au lancement d'un nouveau service ou d'un nouveau produit. D'accord. Virginie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui relève aujourd'hui de cette loi sur le secret des affaires? Quelles sont les informations qui peuvent être protégées et s'il y a des conditions pour qu'elles soient protégées? Oui, alors effectivement, la loi offre une protection qui est très large dans son objet et ce qui fait que toute information, en réalité, quel que soit son support, quelle que soit sa nature, peut être couverte par la loi sur le secret des affaires. Des exemples, vous pouvez nous en donner? Bien sûr, alors des exemples, ça peut être à la fois la stratégie commerciale d'une entreprise, des projets d'acquisition, tout ce qui concerne le R&D, les algorithmes, les prototypes, les nouveaux produits. Donc c'est extrêmement large et c'est d'ailleurs bien l'objectif de la loi, c'est de couvrir, de protéger des actifs immatériels de la société qui ne peuvent pas être protégés autrement par le droit des brevets, le droit d'auteur par exemple. Et on pense spontanément à un nouveau projet industriel, typiquement dans le secteur de l'automobile ou de la téléphonie, dans lequel les nouvelles fonctionnalités, le nouveau design doit être impérativement protégé dans le cadre du développement du produit. D'accord, alors il y a des conditions pour ça, j'imagine. Exactement. Il y a 3 conditions qu'il faut impérativement remplir et pour les remplir, l'entreprise devra être proactive et prendre des mesures pour cocher les cases. La première condition, c'est que l'information doit être secrète. Secrète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connue ou qu'elle n'est pas facilement accessible par les personnes du secteur d'activité concerné. La deuxième condition, c'est que l'information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Et la troisième condition, c'est que l'entreprise ait pris des mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances précises de la loi, pour conserver cette information secrète. D'accord, alors je rebondis là-dessus. L'entreprise, c'est la dernière condition, doit prendre des mesures concrètes pour que le secret soit protégé. Quelles sont ces mesures concrètes, Jean-Sébastien ? Alors, elles sont de plusieurs ordres, mais en effet, il y a un véritable formalisme interne à développer par l'entreprise. Pourquoi? Parce que, comme le disait Virginie, sans protection, sans formalisme, on pourra difficilement se prévaloir de la protection par le secret des affaires. Alors, les mesures ne sont pas énumérées par la loi.
On nous dit juste qu'il faudra prendre compte des circonstances, donc l'activité de l'entreprise, la taille de l'entreprise. Concrètement, on a grosso modo deux ordres de mesures. Les mesures juridiques, on pense évidemment aux accords de confidentialité, aux accords qui vont empêcher, interdire l'exploitation ou l'utilisation de certaines données, donc le volet juridique. Et puis on a un second volet de mesures qui sont des mesures techniques ou organisationnelles qui vont être dirigées alors, vers les employés. On parle de liste d'accréditation, souvent pour limiter l'accès à des données spécifiques à une certaine population d'employés. On parle aussi des mesures vis-à-vis des tiers, des sous-traitants, des fournisseurs qui peuvent, eux, dans le cadre de leur mission, avoir également accès à des données. On pense à des dispositions spéciales qui prévoient l'effacement ou la restitution des données en fin de mission. Et puis enfin, évidemment, il y a toutes les mesures qui touchent au système d'information. Puisqu'on est dans une époque où les attaques, la cybercriminalité et les attaques cyber se développent. Ici, on est sur des mesures qui rappellent un peu les mesures qui touchent, dans le cadre de la mise en conformité avec la RGPD, à sécuriser les données. Donc, concrètement, une entreprise qui aborde le sujet du secret des affaires doit d'abord procéder à une sorte d'audit pour faire un mapping de ces différentes données, pour les qualifier, parce qu'il y a des données qui ne sont pas confidentielles et d'autres qui sont extrêmement confidentielles, et puis des entre-deux. Ensuite, documenter l'origine, assurer la traçabilité, l'horodatage, la paternité des données qui sont estimées comme des secrets d'affaires, pour enfin documenter toutes ces séries de mesures, donc à l'égard des tiers, des salariés et du système d'information, qui seront les mesures raisonnables dont on arguera pour démontrer que ces données-là sont bien protégées. D'accord. Quels sont les risques si l'entreprise n'effectue pas ces démarches d'audit pour catégoriser ces informations, les protéger? Quelles sont les conséquences? Parce que j'imagine qu'elles peuvent être dramatiques. Le risque, c'est évidemment de ne pas pouvoir se prévaloir, y compris en justice, de cette protection offerte par le nouveau texte. Donc, y compris dans le cadre de mesures d'urgence, parce que quand on a une atteinte à son secret, en général, on cherche à utiliser les voies de recours les plus expéditives. Il faut bien s'imaginer qu'il faut arriver devant le juge, devant le magistrat, autant que faire se peut, avec un dossier clé en main, donc avec des éléments tangibles qui vont permettre de montrer qu'on satisfait les trois conditions, y compris la prise de mesures raisonnables. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à maximiser ses chances d'obtenir l'interdiction, par exemple, pour un concurrent qui aurait utilisé ou divulgué un secret d'affaires, de mettre fin à la circulation d'un produit ou d'un service. Des dommages et intérêts aussi? Alors, les dommages et intérêts, évidemment, ça découle de la démonstration du secret d'affaires, et y compris du chiffrage des investissements qui ont été mis en correspondance au développement d'un certain secret. Donc, le risque, encore une fois, c'est que si on ne documente pas tout ça, on aura des grandes difficultés à obtenir une réparation. Ça, c'est quand on veut être en demande. Et par exemple, si on se retrouve dans une autre procédure en défense, quel est le risque si on n'a pas justement pris en amont la précaution de protéger toutes ces données? Alors, quand on est en défense dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit, donc on ne parle pas d'une procédure dédiée à la protection du secret. Vous pouvez nous donner un exemple de procédure? Une procédure entre concurrents, une procédure pour pratique commerciale trompeuse, une procédure pour concurrence déloyale, qui serait plus ou moins fondée. Le défendeur peut avoir à faire face à une demande de communication de pièces. Il peut s'y opposer en invoquant la loi sur le secret des affaires, mais encore faut-il qu'il ait pris les mesures raisonnables dont on a parlé au début pour pouvoir invoquer cette protection et pour pouvoir permettre au juge d'utiliser les clés, les outils qu'il y a dans cette loi pour protéger au maximum les documents qui sont couverts par le secret des affaires. Sinon, s'il n'a pas pris ces mesures, il prend le risque qu'un juge ne puisse pas appliquer la loi et ordonne la communication de l'intégralité de la pièce qui sera donc accessible pour le concurrent. D'accord, merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à contacter le cabinet De Gaulle, Florence et Associés. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Lex Talk.